5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Depuis plusieurs semaines, la police républicaine a entamé une vaste opération de répression des infractions liées au code de la route. On se souvient qu'une vaste campagne de communication avait précédé le démarrage de cette opération. Malheureusement, elle reste incomprise de certains concitoyens qui voient un moyen de pressurer davantage les usagers de la route. Et l'attitude très professionnelle de certains agents n'est pas aussi de nature à redescendre le mercure. Conséquence des affrontements ici et là. À Zowisse, dans la commune d'Adjoun, la population s'est soulevée contre les policiers en milieu de semaine dernière avec un bilan de 3 blessés, dont 2 graves. Précédemment, ou quelques jours plus tôt, c'est à Azové qu'un motocycliste a percuté un commissaire de police avec pour dommage une double fracture du péroné pour l'homme en uniforme. Qu'est-ce qui explique ces actes attentatoires à la paix et à la sécurité observés? Eh bien, nous faisons le débat. Puis nous irons au Mali où plusieurs jours après la fin de la transition, les militaires au pouvoir font comme si de rien n'était. Un décret présidentiel fixait pourtant officiellement l'échéance de la transition au 26 mars dernier, mais la présidentielle ayant été reportée sine die, eh bien les autorités maliennes de transition sont de facto en place. Depuis plus de 10 jours, les appels se multiplient pour l'organisation d'élections et pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Le Mali dans l'attente des élections jusqu'à quand? Eh bien, nous en parlons aussi. Au Sénégal, Ousmane Sonko, Premier ministre, a formé son tout premier gouvernement dit de la rupture. 25 ministres et 5 secrétaires d'État, 13 cadres du PASTEF héritent de portefeuilles ministériels ainsi que d'autres personnalités de la société civile. Ils entrent ainsi en fonction alors que la toute première crise se présente au président nouvellement élu Bassirou Diomaye Faye. Les enseignants de l'UCAD, l'université Cheikh Anta Diop, impayés depuis 5 mois, menacent d'aller en grève dès ce lundi. L'actualité au Sénégal est une fois encore au menu du forum de discussion avec autour de la table Alphonse Moïse Soulé. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Eman. Bonjour à toutes et à tous. Un plaisir de vous recevoir une fois encore sur cette Le plaisir partagé. Et en face de vous, ce matin, Robert Crombessier, président de l'association La Voix des consommateurs. Bonjour Robert. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Francis Eulojatali manque aujourd'hui à l'appel pour des raisons indépendantes de sa volonté. On espère bien sûr que tout ira bien pour lui, on l'espère. Alors, Alphonse Moïse Soulé, vous avez suivi le dernier développement de l'actualité en lien avec la répression des infractions liées au code de la route, notamment ce qui s'est passé en milieu de semaine dernière, je l'ai rappelé tout à l'heure à Azowisse. Précédemment, on a parlé d'Azové où des populations affrontent vertement les policiers, les forces de l'ordre, alors qu'ils sont dans leur devoir républicain. Oui, et d'abord, je tiens à remercier les autorités de la police qui essaient de nous d'assurer notre sécurité au moment où nous dormons. Mais je voudrais rappeler aux agents de la police républicaine que le travail de sensibilisation n'a pas été suffisamment fait. Parce que les gens vous diront, j'ai souffert pour acheter ma moto, j'ai souffert pour acheter le casque. Et bon, on me dit maintenant si je dois conduire mes enfants qui sont âgés de plus de 10 ans à l'école, je dois acheter encore d'autres casques alors que je n'ai pas suffisamment de moyens pour les nourrir, pour payer les frais de scolarité. Et quand ça arrive, ils perdent le contrôle, ils ne comprennent pas qu'on soit en train de les pressurer. Donc je dis, c'est vrai qu'il faut contrôler, mais il faut être prudent. Parce que la République vous a envoyé en mission, vous devez savoir vous envoyer. Il faut discuter avec les populations. Moi j'ai vu, pas plus tard la semaine dernière, qu'en pleine circulation, qu'on arrête des motos alors que le feu était ouvert. Je ne sais pas sur quoi on compte. On enjambe la roue avant d'une moto et puis on enlève la clé. Vous ne pouvez pas enjamber la roue avant d'une moto. Il y a quand même la courtoisie. Vous demandez gentiment à votre compatriote d'arrêter le moteur, de conduire la moto quelque part. Hier matin, quand j'allais au culte, j'ai vu ça à Sacré-Cœur, 2 jeunes policiers qui s'arrêtent devant un véhicule tranquillement parce que l'usager aurait brûlé le feu. J'ai dit, mais ça soit à quoi de s'arrêter devant une voiture parce qu'on veut jouer au Django? Non, c'est pas ça là. Ça ne se passe pas comme ça dans la République. Les gens sont fâchés parce que moi je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez dans un feu tricolore, vous voyez jusqu'à 7 ou 8 policiers juste pour contrôler les casques. On ne nous a pas dit parce que nous allons nous ravitailler en casque. Qu'est-ce qu'on les casques? Ils sont homologués. Aujourd'hui, juste vous oubliez de mettre la ceinture. Bon, on ne vous sensibilise pas, mais on vous verbalise systématiquement. Vous pensez qu'il n'y a pas eu beaucoup de sensibilisation? On sait quand même qu'il y a eu une période qui a précédé la
la répression où la police républicaine a quand même énormément communiqué, que ce soit en français, que ce soit dans les langues locales, les radios commerciales comme communautaires. On a pris d'assaut tous les canaux d'information pour sensibiliser les populations à cette cause. Eman, combien de Béninois suivent les radios, les télévisions? Moi, j'habite quelque part à Papa. Les gens, la plupart, ils ne vont pas à l'école. Mais je n'ai pas entendu le délégué, le chef quartier envoyer les gens dans la nuit comme on le fait pour gongonner, pour dire aux gens ce qu'il faut faire. Je n'ai pas entendu ça. Donc, tout le monde ne suit pas la télé, tout le monde ne suit pas la radio, tout le monde ne lit pas les journaux. Les gens sont préoccupés par le fait de s'assurer au moins 2 repas par jour. Ils se battent. Donc, il faut aller doucement. Je ne dis pas de ne pas contrôler, mais il faut aller doucement. Parce que quand ça se passe comme ça, vous qui êtes policier, dès qu'on vous agresse, parfois, vos collègues ne sont pas là pour vous secourir. Hein. Chacun détale, parce que quand vous les voyez, c'est des jeunes, la plupart c'est des jeunes qui n'ont pas d'expérience. Donc je voudrais qu'on leur parle. C'est vrai que vous êtes en mission, mais ce que vous contrôlez sont vos compatriotes. Il faut aller doucement avec eux, parce que celui qui est déjà fâché, dès que vous le contrôlez, devient nerveux, il n'a plus peur. De se retrouver au poste ou bien garder à vue, se dit mais moi je dois me défendre. Donc je voudrais qu'au niveau de la police, que les autorités, moi je suis un peu peiné, j'aurais aimé avoir sur le plateau avec nous ce matin le porte-parole de la police pour qu'on ne dise pas après que bon, les journalistes ne comprennent pas la police. C'était prévu, malheureusement on n'a pas pu, sans doute pour des raisons d'agenda ou pour des raisons de disponibilité, l'avoir. J'ai pu parler avec le porte-parole de la police républicaine. Malheureusement ça n'a pas vraiment prospéré, autant le dire ainsi pour faire court. Le temps pour moi de me tourner vers Robin Acrombessi. Robin, on sait que cette opération en soi, et à la base, ça n'a pas des virées ou des visées, j'allais dire, de nuisance. C'est pour la protection d'abord du citoyen, parce que le citoyen en bonne santé contribue au développement, on le sait, du pays, parce qu'il constitue, comme l'aurait dit le président Kérékou sous la Révolution, une force ouvrière. Merci beaucoup. Vous voyez, j'ai soupiré un instant. J'ai soupiré parce que actuellement, en observant la façon dont ce contrôle appelé répression est mis en œuvre comme une punition se fait, on est bien en droit de se demander si au final c'est notre sécurité qui préoccupe pour autant ou si ça a une autre visée. Vous savez, lorsqu'on prend les forces de l'ordre, lorsqu'on prend la police républicaine, en principe, c'est une police qui est supposée incarner une mission de protection due au public. Et c'est les impôts qu'on collecte chez les consommateurs, c'est les taxes qu'on collecte dans la République, c'est ça qui permet de payer leur salaire. Tous ceux qui nous gouvernent sont payés par nos fonds. Et c'est le peuple qui est l'employeur. Vous savez, imaginez que vous avez un garde du corps et qui du jour au lendemain commence par vous violenter. Vous vous posez des questions. C'est vous qui l'avez recruté ou c'est lui qui vous a recruté? Et la sécurité publique, vous voyez, on les appelle gardiens de la paix. Ce n'est pas des gens qui sont là pour tourmenter, mais pour maintenir la paix. Et à partir de ce moment donné, c'est des gens qui ont fait de la psychologie. Déjà, en voulant lancer une opération comme ça, les mots doivent être choisis. Et moi, j'ai été heureux. Ils ont été formés la dernière fois par rapport avec des étrangers qui sont venus les former sur la communication par rapport à l'armée, entre l'armée et les populations. On ne peut pas choisir le mot de répression qui est vulgairement connu comme étant une sanction, un châtiment. Quand vous prenez les populations à la base, c'est comme ça c'est perçu. Donc déjà psychologiquement, vous mettez les gens dans la défensive. Selon vous, on aurait dû dire quoi par exemple? Mais c'est une opération de contrôle. C'est la chose la plus simple, la plus basique. Un contrôle de sécurité routière. Je ne sais pas pourquoi on a choisi le mot répression. Et vous savez, lorsque vous entrez dans ce genre de terminologie, lorsque vous choisissez une méthode qui est violente ou perçue comme violente par la population, ça a beaucoup de conséquences. La première conséquence, c'est que les gens sentent que leurs droits de l'homme sont violés, leur liberté, leur vie.
La deuxième conséquence, c'est que les gens se disent, mais finalement, vous êtes là pour nous traumatiser. Vous voulez nous stresser. Déjà, les gens sont anxieux parce que vous avez utilisé des termes un peu à la limite rébarbatifs. Quand on entend parfois la façon dont certains communiquent, on a entendu parfois des gens dire « Ponon, nous sommes Ponon, on va tabasser ». Vous savez, Ponon, ça veut dire que celui qui a le bâton, effectivement, on voit le policier avec le bâton, mais quand on dit qu'on va tabasser, on entend ce genre de communication sur les réseaux sociaux. C'est choquant. Et vous savez, au-delà du stress, il y a les dommages physiques, parce qu'il y en a qui ont été tabassés, effectivement. Pourquoi ? Est-ce qu'ils sont incapables de maîtriser les gens et il a fallu en venir à l'usage de la force physique? Et pourtant, dans notre Constitution, c'est dit dans l'article 8, la personne humaine est sacrée et inviolable. Et ça peut créer de la polarisation politique. Vous savez qu'il y avait déjà une situation de tension politique entre les acteurs des deux camps et vous créez une situation comme ça que des gens peuvent exploiter. Et les effets économiques. Vous savez, si on prend l'Arche, bonne initiative, on a dit qu'il y a des gens auxquels on est en train de donner 50 000 francs, ainsi de suite, pour aider les ménages à sortir de la pauvreté. Mais si je prends les 50 000 pour aller mener une activité et que la répression commence dans la rue, qu'on me demande, je dois porter un casque alors que j'ai une moto et qu'il me faut la moto pour aller mettre en œuvre l'activité commerciale, le premier réflexe que j'ai pour pouvoir continuer mon activité, c'est d'aller payer un casque. Si je paye un casque de 10 000 et qu'on me dit que pour mon enfant qui doit aller à l'école, ou deux, ils doivent aller à l'école, je vais payer les casques des deux. Finalement, il reste combien? 20 000. L'activité a échoué. Déjà, ce n'est pas simple lorsque vous avez de petits montants comme ça de faire fonctionner l'activité sans avoir été appuyé. Donc, moi, j'estime qu'en créant des situations comme ça, on devrait faire beaucoup attention parce que ça crée ce qu'on appelle aussi le mécontentement et des actes violents, la crise de confiance avec le judiciaire, avec l'État. Les gens déjà n'avaient pas à manger suffisamment. Et vous venez créer des situations comme ça, mais la désillusion s'installe. Donc, moi je voudrais dire à la police républicaine, c'est bien de nous assurer notre sécurité. C'est une bonne initiative d'amener tout le monde à porter son casque. Mais dans la méthode, il faut y aller avec plus de professionnalisme. D'accord. Alors, Alphonse Maurice Solé est dans le fond. Est-ce qu'on est obligé de faire le gendarme derrière les populations avant qu'ils ne puissent ou qu'elles ne puissent, ces populations-là, ces usagers de la route, librement se protéger eux-mêmes, les usagers, bien sûr. Parce qu'à la base, mettre un casque lorsque vous êtes à moto, c'est ce qu'il y a de plus simple, de plus basique en termes de sécurité pour soi. Est-ce qu'on est obligé de courir derrière les populations avant qu'elles ne se mettent au pas? Non, normalement, on n'a pas besoin de courir derrière les populations. Mais je dis, le Bénin, ce n'est pas Cotonou. Moi, je suis allé dans la zone de Toba, Tobin. La dernière fois, j'ai vu des gens circuler pleinement dans le coin sans casque. Sans casque. Et je dis, il faut sensibiliser. Ouais, quand on avait commencé avec le port des cache-nez, moi, j'ai aimé l'opération. Je me rappelle que j'ai cherché les cache-nez, il n'y en avait pas. Mais quand j'étais arrivé au feu de Sacré-Cœur, le policier que j'ai vu là, la façon dont il m'a parlé, j'ai compris que celui-là, quand même, il a été sensibilisé. Et quand je partais, je lui ai dit, ben, je viens de la pharmacie, il n'y a pas le casque. Il m'en a donné. Donc, il faut aller étape par étape. Parce que quand tout un commissariat débarque dans un feu tricolore, un matin, un lundi matin, ou bien un mardi matin, on voit tout le monde, y compris le chef, ça pose un problème. Est-ce qu'on a besoin de tout cela pour sensibiliser? Non, je dis, ça fait que parfois, quand les gens sont dans le feu, ils aperçoivent les hommes en bleu, ils conduisent du n'importe quoi. Ils s'en foutent des conséquences. Donc je dis, il faut sensibiliser. Il faut continuer il faut donner un temps de ça. Parce que le problème, c'est quoi? Tout le monde n'a... Est-ce qu'on n'a pas trop sensibilisé? Je vais vous donner un moyen. Vous savez, tout le monde n'a pas les moyens. Moi, j'ai acheté 4 casques. Le jeudi dernier, on m'a volé le mien. J'ai encore acheté. Imaginez combien ça coûte. Et c'est à 12 000 francs l'unité. Ça me fait banalement 60 000. Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter les casques. Tout le monde n'a pas les moyens. Disons-nous la vérité. Et écoutez,
À l'école, on a renvoyé les enfants pour les frais de scolarité. Ce parent aura du mal à aller acheter les casques pour son enfant. Je suppose qu'il va aller acheter les casques pour ses enfants. On lui annonce que sa maman est malade. Vous pensez qu'il va laisser sa maman malade et aller acheter les casques? Je dis, il faut contrôler. On comprend et on entend. Alors Moïse, on comprend et on entend qu'il y a des problèmes existentiels qui peuvent sous-tendre, d'accord, le non-achat ou les difficultés à acheter le casque. Sauf que aussi, nous sommes dans un état. Les fonds disent, il faut vivre beaucoup bas. Au même moment où on nous dit d'acheter les casques, la SB2E nous fait des misères. La SONEP nous fait des misères. À la fin du mois, combien gagnes-tu? Et quand il y a cette accumulation, tu dois payer le loyer, tu dois payer l'électricité, tu dois payer l'eau, tu dois nourrir ta famille, tu dois acheter 5 à 6 casques. Et on est tendu. Et quand la police vous arrête, mais on se dit, mais on est sur quelle planète? Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on laisse les gens dans l'illégalité, mais il faut aller mollo. Parce que la façon dont ils ont cette facilité à vous flanquer la contravention très facilement, hein. Vous descendez la moto, on a dit la dernière fois dans le feu, on a dit pas. Et puis, tranquillement, vous faites le papier, il n'y a même pas de débat, on ne cherche pas. Moi, je me suis amusé, j'ai dit, je vais laisser mon casque, je vais utiliser les casques pour des émaux pour voir ce que ça donne. Mais il faut voir ce que les gens mettent là. C'est caoutchouc, de chambre à air là, que des émaux placés à la place. Justement, c'est tout ça aujourd'hui qui est réprimé. Oui, non, pas réprimer, il faut sensibiliser. Réprimer, c'est trop fort. Parce que pour la police républicaine, ce type de casque n'a pas lieu d'être, parce que c'est de la fantaisie, ça relève de la fantaisie. Oui, je suis d'accord. Est-ce que quand on a commencé l'opération contrôle de casque, est-ce qu'on nous a dit quel type de casque est homologué? Vous voyez, sur le marché de la vente des casques, l'État a laissé faire la spéculation. L'État a laissé faire la spéculation. Vous achetez un casque le vendredi à 10 000, vous repartez dans la même boutique le lendemain, ça augmente de prix et personne n'est là pour vous sauver. Et ça interpelle quand même Robin Akrombaissi, qui est quand même président d'une association de consommateurs. C'est sur ce genre de sujet que votre association devrait pouvoir prendre la parole et interpeller les autorités sur la surenchère qu'il y a aujourd'hui sur le marché en termes de vente de casques. On a l'impression que autant on emporte le vent, chacun fait ce qu'il veut, fixe le prix en fonction de ses humeurs et de son bon vouloir. Pourtant, on est à la barbe de tout le monde, on n'entend rien. Tout le monde fait comme s'il n'y a rien. Vous savez, nous on a interpellé l'État la dernière fois à travers une chaîne consoeur. Mais vous savez, l'État est le premier responsable de la sécurité des populations. Le premier responsable, c'est l'État. Lorsque vous avez un programme qui prévoit que vous devez faire porter des casques à tous vos concitoyens, nous sommes environ 13 millions de Béninois et donc même s'il y a peut-être 1 million d'enfants ou je prends encore 3 millions d'enfants qui ne sont pas en mesure de porter des casques, ça veut dire que nous avons au moins 10 millions de personnes qui doivent porter des casques. Vous savez, lorsque le ministère de l'économie et des finances s'assoit pour évaluer ça, il devrait se dire mais ça fait un chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, qu'est-ce que l'État peut en tirer? Lorsque ce sera importé, ces casques, puisque nous n'en fabriquons pas, l'État va se faire du bénéfice dessus. Parce qu'il y aura des taxes. Mais est-ce que l'État a planifié cela pour se dire, nous ferons importer des casques homologués? Parce que ça fait un peu comme quelqu'un qui s'est levé d'un rêve et qui se dit, bon, aujourd'hui, tout le monde porte des casques et ne prévoit rien. Un projet ne fonctionne pas comme ça. Un projet demande de l'étude, un projet demande de l'expertise, un projet demande de la programmation. Et donc, on se dit, est-ce qu'on peut avoir les 10 millions de casques tout de suite? Ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire qu'il faut une échelle de temps sur l'espace temporel pour que les gens puissent importer et que ça puisse se faire. L'État a laissé tout le temps les gens, par exemple, faire venir les motos, importer les motos, sans qu'il y ait des casques dessus ou sans que les casques ne soient remis aux consommateurs. Mais dans le même temps, si nous savons que on veut fournir ces casques aux populations, il y a une structure qu'on appelle l'ANM, l'Agence nationale en charge de la métrologie et du contrôle de la qualité. L'ANMCQ. Non, c'est l'ANM. C'est l'ANM. Oui. D'accord. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce que l'ANM a jamais contrôlé les casques qui sont importés? Et pourtant, l'État autorise l'importation des casques. Vous savez, on ne peut pas se faire prévaloir de sa propre turpitude. L'État est responsable de tout ce qui nous arrive.
L'État a l'obligation de contrôler tout ce qui est importé dans le pays. C'est une obligation. Et d'ailleurs, avant que ces produits ne soient mis sur le marché, il y a ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché, l'AMM, qui doit être délivrée à celui qui a importé le casque. Celui qui veut vendre le casque doit le porter et le présenter au consommateur pour dire « voilà, mon casque est homologué ». Ce n'est pas le cas. Vous laissez n'importe qui faire vendre des casques, alors qu'en plus, dans le fameux décret de 1972 qui prévoit qu'on doit porter des casques, il est prévu que le ministère en charge des Transports doit donner l'agrément. Le casque doit être agréé. Est-ce que ça a été fait? Rien de cela n'a été planifié. Et du jour au lendemain, on impose. Et vous savez, c'est du jour au lendemain. Il y a eu quand même. Si, c'est du jour au lendemain. Il y a eu plusieurs semaines où l'information a été distillée. Je ne parle pas encore de la sensibilisation. Je parle déjà des dispositions organisationnelles au sein de l'État lui-même. Les structures de l'État, puisque la police républicaine appartient à l'État, le ministère de l'économie et des finances, le ministère du commerce appartient à l'État, le ministère en charge des transports appartient à l'État. Donc, ils devraient s'entendre et mettre de la cohérence, une parfaite intelligence dans la mise en œuvre de ce projet. Ça n'a pas été fait, on constate. Maintenant, parlant de la sensibilisation, vous savez, moi j'aurais souhaité qu'avant de faire ce genre de projet, que les gens consultent des cabinets, des agences de communication, qu'on leur élabore un bon plan de com, de bonnes stratégies de communication. Lorsque les Occidentaux que nous voulons copier, on a pris par exemple l'exemple de l'Allemagne la dernière fois. Vous savez à partir de quelle année ils ont commencé par imposer le port de casque? À partir de 1976. Quand est-ce que nous on a découvert la technologie des motos et des casques? C'est encore très récent chez nous. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont pris le temps d'éduquer tout le temps qu'ils fabriquaient des motos et qu'ils utilisaient des motos. Pendant tout ce temps, pendant la guerre mondiale, les deux guerres mondiales et ainsi de suite, jusqu'en 1976, ils ont éduqué. Nous avons éduqué pendant combien d'années? Et l'éducation, ça se passe comment? Vous savez, mieux vaut un enfant bien éduqué que de se mettre à dire les gens sont mal formés et il faut réprimer après. Vous n'aurez aucun bon résultat. Parce que lorsque vous aurez fait ça, les gens l'auront fait par contrainte. Les mauvaises habitudes reviendront dès que vous allez lâcher prise. Vous avez entendu? Dans les villages, combien de gens écoutent les radios encore? Les gens aujourd'hui n'ont qu'une seule préoccupation: subvenir aux besoins physiologiques. Manger d'abord. Après, subvenir au deuxième besoin de sécurité, c'est-à-dire être en bonne santé. Vous savez, les gens sont tourmentés aujourd'hui. Pour manger, il faut courir par 2 ou 3 fois. On a dit l'argent doit être plus propre. Le chef de l'État a dit la marmite est sur le feu. Nous attendons toujours. Et puis après, vous allez, quand vous êtes malade aujourd'hui, vous allez aux soins. On vous dit que les urgences, que c'est bondé. Vous devez attendre. Qu'est-ce que les gens font lorsqu'ils sont tourmentés? Et on paye les taxes. Désormais TVM. On le paye depuis un certain nombre d'années. C'est le même individu, hein? Et il y a la facture normalisée. La facture normalisée qui est une très bonne chose, mais malheureusement qui est exploitée à toutes fins utiles, dont les plus mauvaises, les plus mécréantes par certains commerçants qui vous vendent des produits et qui vous collectent de la TVA alors que parfois on n'a même pas besoin de collecter de la TVA chez vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'État peut suivre? L'État ne suit pas. Et c'est le seul consommateur qui est soumis à tout ça. Et vous venez encore lui dire que vous allez le réprimer parce qu'il n'a pas forcément l'argent pour acheter des casques. Moi, il dit à partir d'un moment donné, il doit avoir un peu d'équanimité dans ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'entre nous humains, on doit se dire, mais je dois ressentir un minimum de souffrance par rapport à ce que l'autre endure. Parce que vous savez, lorsqu'on est un chef, lorsqu'on est tout puissant, lorsqu'on a les moyens, on ne voit pas le monde de la même façon que les autres. Hein. On ne perçoit pas les difficultés que les autres endurent. On est à l'abri. On est à l'abri du besoin. Et c'est une situation qui ne consolide pas le vivre ensemble. Parce que quand les autres ont l'impression que vous avez tout, vous êtes heureux, alors que nous sommes nés égaux avec les mêmes droits, et que nous, on n'a plus rien, on se demande dans quel type de société sommes-nous? Une société à plusieurs vitesses. Ça ne garantit pas forcément la sécurité. Alors, on entend bien évidemment vos réflexions qui sont à l'évidence
on va pas se mentir, il y a du sens dans ce que vous dites, il y a du sens, et on l'entend. Et pour autant, est-ce que l'État devrait-il pouvoir renoncer à son rôle régalien de protection? Parce que justement, c'est sacralisé dans la Constitution. L'État a le devoir de protéger l'individu. Et dans son rôle de protection, l'État estime qu'il faut évidemment porter son casque, quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne. Et donc, par moment, il faut l'éducation de la carotte et du bâton. Je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qui empêche l'État béninois de subventionner les casques? Dans un contexte économique, l'État béninois a exonéré un certain nombre de produits. Oui. Il ne paye pas les taxes. Le porte-parole du gouvernement a expliqué. Et je dis, non, porte-parole du gouvernement. Je vais vous dire une chose. Hein. Oui. Moi, je me suis promené. Vous savez qu'à Cotonou, dans des rues, dans des coins, on rechemise des casques. J'ai vu des peintres en train de mettre de la peinture sur de vieux casques qu'on revend facilement aux gens. Personne ne contrôle ça. Personne ne contrôle ça. Je dis, je suis d'accord pour que tout le monde achète les casques. Mais les casques sont vendus à quel prix? Compte tenu du pouvoir d'achat du Béninois, compte tenu des réalités sociales auxquelles nous sommes confrontés, les gens estiment que acheter le casque, c'est accessoirement. Je voudrais que l'État béninois prenne ses responsabilités. En subventionnant par exemple les casques. Ailleurs, moi j'ai des amis qui ont une famille nombreuse qui sont obligés d'aller à Lomé parce que le casque là-bas est à 5 000 francs. Il est allé se ravitailler là-bas pour sa famille. Ceux qui vont du côté du Nigeria, c'est la même chose. Mais ceux qui n'ont pas les moyens de se déplacer pour aller loin, il faudrait que l'État... Moi, je ne suis pas contre le compte. Je suis d'accord pour notre sécurité, nous devons tout faire pour nous protéger. Mais il faut que l'État nous y aide. Il faut que l'État nous y aide. Sortez les soirs à partir de 22h, 23h. Rares sont ceux qui mettent les casques parce qu'ils se disent à l'heure là, il n'y a pas tellement de policiers dans la circulation. Dans la journée, parce que le policier est là, tout le monde est sage. Mais le soir, on refuse. Donc, je dis, il faut continuer la sensibilisation. Il faut au niveau de la répression, il faut être plus doux. Il faut être plus doux. Parce que les gens se disent, quand vous arrivez dans les feux tricolores et qu'on arrête quelqu'un, il faut écouter un peu les commentaires que les gens disent. Les gens se posent la même question que vous. Est-ce que c'est pour notre sécurité qu'on incite tant à réprimer? Quelle idée est derrière cette répression-là? Les Béninois ne comprennent pas qu'on puisse les réprimer comme ça, qu'on ait la facilité, de vous flanquer les 10 000 francs que vous devez aller payer. Les gens se posent la question. Donc il faudrait que la police, les autorités de la police sortent et expliquent aux gens. Qu'on ne cesse pas de sensibiliser. Avec le temps, ça va prendre. Vous voyez, aujourd'hui, on a commencé par parler de... Dès qu'on a commencé par contrôler les taxis, on dit désormais, c'est 3 derrière. Avec le temps, ça a pris. On dit les 2 qui sont devant doivent mettre leur ceinture de sécurité. Ça. Donc, je dis, il faut le temps qu'il faut parce que tout le monde n'a pas les moyens. Les gens sont préoccupés par autre chose. Les enfants doivent aller à l'école, les enfants doivent se soigner, on doit manger. Et aujourd'hui, bon, les gens préfèrent prendre gros taxi, bien Kloboto. Les Kloboto, pour ceux qui habitent à quoi part, ils se disent, bon, moi, je ne vais pas acheter le casque, mais tous les matins, je prends mon Kloboto qui me dépose quelque part, je marche pour aller au travail. Donc, il faut que l'État soit encore plus doux et que l'État mette à la disposition des compatriotes des casques à moins de coût pour que nous puissions tous nous en procurer. On va voir ce qu'en disent nos amis internautes. Quelle appréciation, pour être plus précis, faites-vous de l'opération de répression des infractions au code de la route menée depuis quelques semaines par la police républicaine? Voilà la question que nous avons adressée à nos amis internautes. On va vous donner lecture de quelques commentaires glanés sur Facebook essentiellement. Jonas Koumondi nous dit, je cite, l'application stricte du code de la route par la police républicaine est nécessaire pour assurer la sécurité publique. Cependant, il est crucial que cette application soit équitable, transparente et proportionnelle afin d'éviter toute forme de discrimination ou d'abus de pouvoir. L'éducation et la sensibilisation sur la sécurité routière doivent également accompagner cette répression pour encourager le respect des règles et réduire les infractions. Jonas Koumondi, depuis Posotomé Frédéric Huignon Lali, c'est une très bonne chose, dit-il. On voit déjà les effets sur le quotidien de la population et surtout les maîtres zèmes, mais il n'y a que des dérives, abus de pouvoir et une exagération. Il n'y a que des dérives, abus de pouvoir et une exagération s'observent chez certains policiers, ce qui crée des révoltes par endroit. Merci, dit-il. Claver, Adaou, Pic Claver, Adaou, mettons-nous de très bonnes appréciations. Je souhaiterais même
une permanence de l'opération nuit comme jour. Je remercie nos forces de défense et de sécurité pour avoir assuré notre sécurité au quotidien. Je dirais aux amis conducteurs d'essayer de respecter le code de la route et d'être courtois envers les agents lors de leur contrôle et que la courtoisie soit aussi du côté des agents de sécurité. Enfin, je ne ménagerai aucun effort pour remercier les effets du gouvernement et profiter pour suggérer une mise à disposition à l'endroit des agents des moyens, entretien des feux tricolores et bien d'autres. Edouard Will Assaba, pour ma part, c'est pour la bonne cause. La vie de la population en dépend. S'il n'y avait pas de répression, le Béninois n'allait jamais changer de lui-même. Aujourd'hui, le Béninois est devenu malgré lui responsable. Il sort avec son casque, même sans moto. Vivement que ce changement se pérennise dans nos habitudes. Je voudrais que la police républicaine nous fasse une comparaison des accidents mortels avant et pendant cette répression. De là, les sceptiques sauront raison garder. Le reste, c'est tu ne veux pas de soucis, respecte les règles établies. Eli Bobo alias Glodonou nous dit que la répression des infractions au code de la route est une très bonne initiative, il faut le reconnaître. Ça permet de diminuer les accidents de la route et donc préserver des vies. Ce qui est à dénoncer, c'est le zèle, le manque de professionnalisme de certains agents de la police. Ils donnent l'impression à la population que la répression, c'est pour renflouer les caisses de l'État en ressources financières. Ange Michael Senankoblanou nous dit on n'a pas besoin de loupe pour constater qu'il y a aujourd'hui un désamour entre la police et la population. Trop de zèle et de brutalité. Pas de courtoisie. L'opération en soi n'est pas mauvaise, mais sachons raison garder. Rome, j'allais dire, ne s'est pas bâti en un jour. Pierre Zanou, pour moi, cette répression n'est que ajout de haine sur haine, de galère sur galère, de difficulté sur difficulté à la population. Au lieu de se préoccuper des difficultés, c'est la répression qui est le problème de nos dirigeants. Aziz Ougonyon, pour moi, c'est une très bonne initiative, la protection et le respect du code de la route, mais soutient-il que les chefs mettent assez de l'eau dans leur vin? Nous sommes tous des êtres humains et un jour, nous allons laisser place à d'autres. Pascal Ganon nous dit que l'opération de répression des infractions au code de la route menée par la police républicaine est une bonne initiative qu'il faut apprécier. C'est pour le bien-être du peuple, mais la manière dont les policiers mènent cette opération n'est pas salutaire. Il y a trop de zèle et un manque de professionnalisme dans cette opération. Si on veut remplir les caisses de l'État, ce n'est pas de cette manière qu'il faut procéder. Ça fait mal parfois ce qu'ils font. Voilà ce que nous dit donc Pascal Ganon. Messieurs, vous avez à peu près écouté les avis des internautes et s'il y a évidemment cette rengaine qui revient, c'est le zèle, le manque de professionnalisme de certains agents de sécurité, des forces de sécurité. On va les inviter à peut-être plus de tenue et de retenue. Oui, moi je voudrais juste insister sur deux faits. Vous savez, lorsque on parle de sécurité, la sécurité n'est pas que physique. Il y a la sécurité psychique des individus. Et vous savez ce qui tue plus aujourd'hui, ce qui est plus la cause des AVC, des accidents vasculaires cérébraux, c'est le stress, c'est l'anxiété. Et malheureusement, observez bien dans la circulation. Vous avez des gens qui conduisent, vous êtes derrière, vous klaxonnez, parce qu'ils ne sont pas forcément dans le bon couloir, bien ils sont trop lents, vous voulez passer, les doubler sur la gauche et continuer, mais ils ne bougent pas. Passez, forcez, passez, et après vous constaterez, quand vous arrivez à leur niveau, qu'ils n'ont pas l'esprit sur la voie. Pourquoi? Il a tellement de soucis dans la journée, comment faire pour gagner de l'argent, comment faire pour régler les problèmes, que finalement, il n'a plus l'esprit sur la voie. Et ça, comment on fait pour résoudre ça? Il faut aider les populations à retrouver la sérénité, c'est très important. Et la violence ne serait pas la solution de l'État vis-à-vis du peuple. Et mieux, lorsqu'on dit que les EM doivent avoir 2 casques, je crois qu'il faut vraiment sensibiliser les populations pour que chacun ait son casque. L'histoire de 2 casques pour les EM, j'ai pitié d'eux parfois quand je les vois avec un deuxième casque avec la main. Vous savez, ils prennent de gros risques pour faire des accidents. Et il suffit que ça accroche quelque chose et c'est fait, il y aura un accident. Deuxième chose,
vous portez le casque porté par des dizaines ou des centaines de personnes dont vous ne savez les maladies qu'elles transportent, qu'elles portent sur elles, les bactéries, les virus. Vous savez, si c'est pour notre sécurité, je crois qu'il y a un dialogue sérieux que nous allons refaire par rapport à cette question et nous travaillons bien avec la police républicaine. Nous les avions déjà saisis pour avoir la liste d'un certain nombre d'infractions qui sont en train d'être interdites, ou contrôlées, mais nous allons les saisir à nouveau pour qu'on travaille vraiment sur un contrôle qui soit mieux dans l'intérêt des citoyens, mais aussi de l'État qui a l'obligation de protéger la personne humaine, qui a l'obligation de sécuriser nos vies. Très bien. Moi, merci. Je suis un peu embêté parce qu'il faut que la police et l'État béninois arrivent à sortir ça de la tête de nos compatriotes. Vous avez lu sur 2 ou 3 commentaires, c'est arrivé. Est-ce qu'on va se servir de la police aujourd'hui pour remplir les caisses de l'État? Ça se dit partout. Ça se dit partout. On dit qu'aujourd'hui que la police est devenue un nouveau poumon de l'économie béninoise. Il faut qu'on sorte ça de la tête des Béninois. Parce que c'est difficile. Ils pensent fermement que c'est ça, que la façon dont on les réprime, c'est qu'on a besoin d'argent. Donc il faut que la police, le porte-parole du gouvernement arrive à sortir cette mentalité. Tant qu'on ne va pas sortir cette idée de la tête de nos compatriotes, ils vont toujours... Ils vont penser que l'opération, c'est pour remplir les caisses de l'État et que c'est pour assurer la sécurité. Très bien. Donc je voudrais qu'on arrive à leur démontrer le contraire. Et ça passe par la courtoisie des policiers, ça passe par la sensibilisation, ça passe par la subvention de l'achat des casques. Il y a un autre aspect, s'il te plaît. Il y a la question des ceintures. Aujourd'hui, des véhicules qui arrivent sans ceinture ou des véhicules en circulation sans ceinture, qu'est-ce que les gens font? Ils garent les véhicules? Où est-ce qu'ils vont trouver les ceintures? Moi, je voudrais que ce soit des réflexions que la police républicaine mène aussi, le CNSR, parce que c'est le centre par excellence de la sécurité routière. C'est eux qui délivrent les visites techniques, les autorisations pour circuler. Est-ce qu'ils continuent de délivrer les autorisations pour circuler pour des véhicules qui n'ont pas de ceinture? Si c'est le cas, qu'ils le fassent et que les gens sachent qu'ils garent leur véhicule ou qu'on amène à la casse. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, pour vos réflexions assez éclairées. On va espérer que cela puisse adoucir les mœurs. Peut-être. On ouvre le chapitre international de ce forum de discussion avec le Mali. Le Mali en attente des élections. Alphonse Moïse Soudé, c'est terminé. La junte elle-même a fixé la fin de la transition pour le 20 mars dernier. Malheureusement, la date est passée, mais on continue toujours de diriger le pays comme si de rien n'était. C'est passé depuis le 26 mars dernier, pour être plus précis. Oui, je crois que j'avais déjà dit ici, cela ne dérange pas le peuple malien. Et la junte joue sur cette fibre sensible du peuple malien. Le jour où le peuple malien sera fatigué, elle va descendre dans les rues. Eux, ils disent, pour eux, c'est que nous travaillons pour le peuple. Nous sommes venus pour remonter le moral du peuple. Nous sommes venus pour développer l'économie. Depuis 4 ans. Mais oui, ils sont là. Et puis, je crois qu'on avait déjà dit ça, qu'ils vont rester là le temps qu'il leur faut, parce qu'ils vont vous dire qu'ils ne sont pas encore prêts, qu'ils n'ont pas encore suffisamment sécurisé le pays pour organiser de nouvelles élections. C'était la trompette qu'ils avaient enfourchée en demandant 2 ans supplémentaires. Ils vont vous dire jusque-là, les attaques djihadistes continuent de chez eux. Donc, il faut que ça... Il y a quand même eu une victoire de prestige. Ils ont repris Kidal aux mains des terroristes. Et il n'y a pas que Kidal. Ils vont vous dire qu'il faut que toutes nos frontières soient sécurisées avant que nous ne passions la main aux civils. D'accord. Robin Akombessi, est-ce que vous comprenez que depuis 4 ans, les militaires au pouvoir n'ont pu remettre le pays sur les bons rails et retrouver la marche démocratique du pays en laissant le pouvoir aux civils? Vous savez, moi, je voudrais rappeler simplement aux civils que l'exemplarité doit être toujours la meilleure façon de faire les choses. La meilleure façon d'éduquer les pères. On a vu des civils jouer à cette comédie-là. La dernière fois au Sénégal, il a fallu de peu pour que les gens passent au-delà du 2 avril. Et lorsque les militaires qui sont venus au pouvoir, non pas par les urnes, sont venus par les armes, et sans programme. Et sans programme, c'est surtout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut les déloger facilement par les urnes? Les urnes n'ont pas encore eu lieu, donc on ne peut pas les déloger par les urnes. Est-ce qu'on peut les déloger par les armes? Ils ont eu le temps de mieux asseoir la sécurité à leur niveau. Ça va être compliqué. Moi, je crois simplement que nos peuples doivent être plus éveillés. Nos peuples doivent être plus éveillés pour éviter les situations de coup d'État, que ce soit civil ou que ce soit militaire, parce que ce que les peuples oublient souvent, c'est quoi? Lorsqu'on a élu des dirigeants, après on va rester fautré.
dans ses quatre murs ou dans son canapé et on se dit, on les a élus, quel que soit ce qu'ils font, on s'en fout, ils n'ont que quelques temps à passer, ils vont partir. Mais les gens n'ont rien compris. Vous êtes les donneurs d'ordre en tant que peuple. C'est ça la démocratie. Si les gens gouvernent d'une manière qui ne vous arrange pas, vous vous exprimez de manière sereine mais ferme en disant ce n'est pas le contrat social qui nous lie. Le contrat social qui nous lie prévoit que vous devez nous faire un certain nombre de choses et si vous ne le faites pas, nous avons la possibilité de vous dégager. Alors, comment est-ce que le Mali sort aujourd'hui de cet engrenage? Mais pour sortir de cet engrenage, il n'y aura pas autre chose que le dialogue national. Il faudrait que la société civile reprenne langue avec les gouvernants actuels et discutent de quel est leur programme. Si ils ont eu le temps d'en avoir maintenant, puisqu'au début ils n'en avaient pas eu, c'est l'occasion de vraiment le préparer parce que quand vous entendez certains de leurs discours, vous comprenez qu'ils ne sont pas prêts de partir, ils estiment qu'ils n'ont pas fini de sécuriser le pays et donc ça va être un peu difficile, mais seul le peuple peut engager un dialogue serein avec ces gouvernants actuels. Alors, selon les tests de la transition, les militaires restent au pouvoir jusqu'à l'organisation d'une nouvelle élection qui va peut-être amener un civil au pouvoir, Alphonse Moïse Soudé. Et dans ce débat aujourd'hui, seule la Cour constitutionnelle a le pouvoir de trancher. Elle a d'ailleurs été saisie donc la semaine dernière, mais les organisations de magistrats et de procureurs à l'initiative de cette démarche et qui demandent notamment la déchéance des organes de la transition ne cachent pas le scepticisme quant à l'indépendance de la Cour et dit s'attendre au mieux à une annonce d'irrecevabilité. Vous savez, dans ce cas-là, les intellectuels ne sont plus crédibles dans ces pays-là. Seul le peuple peut descendre dans la rue et dire nous sommes fatigués des militaires. Et les militaires ont dit au peuple nous sommes venus pour sécuriser le pays. Nous allons vous permettre de dormir en paix. Nous allons vous permettre de faire vos activités. Est-ce que c'est de ça seul que le Mali a besoin? Dormir en paix? Oui, mais de faire les activités économiques en paix. D'accord. Quand ils sont venus, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont promis aux populations. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de faire de gros efforts pour quand même sécuriser le pays. Donc, ils n'écoutent pas les hommes politiques. Si les hommes politiques avaient été sérieux, si les hommes politiques avaient bien géré, on n'en serait pas là. C'est pourquoi je reproche. Moi, dans ce cas-là, j'accuse les civils. Quand vous venez au pouvoir, vous avez un mandat demandé à faire. Faites-le bien et partez. Ne faites pas du désordre. Quand ça arrive comme ça que les militaires, parce qu'eux, ils prennent le... IBK, dans le cas d'espèce, l'argument que vous donnez ne tient pas forcément. Puisque IBK n'a pas fait un mandat anticonstitutionnel. Non, mais IBK, autant de IBK, qu'est-ce qu'on faisait avec... Qu'est-ce qu'on faisait avec l'argent du peuple malien? On a vu ça. Le reproche fait à IBK pour lui prendre le pouvoir, notamment que le pays est aux mains des terroristes. Est-ce que... Il n'arrive pas à sécuriser le pays. Est-ce qu'aujourd'hui les doutes sont levés? Oui, ils sont en train de faire des efforts. Parce que si en 4 ans, ils n'ont pas pu sécuriser le pays, ça veut dire que la tâche était immense. Oui, ils ont pris un gros morceau, ils ont pris Kidal, ils ont continué. Parce qu'ils disent, quand on commence la campagne électorale, par exemple, les acteurs politiques ne sont pas en sécurité. Parce que les djihadistes sont partout. Ils profitent de toutes les occasions pour tuer les populations. Donc ils estiment que tant qu'on n'aura pas la certitude que quand même, on dirait pas à 100%, mais plus de 80% du territoire est maîtrisé, on ne peut pas organiser les élections. Et je crois que les hommes politiques doivent prendre langue avec les militaires pour discuter, pour qu'on s'entende peut-être sur un nouveau calendrier. À un militaire, on ne force pas la main. Vous lui forcez la main, il reste là et vous ne pouvez rien faire d'autre. D'accord. Vous savez, les militaires ont certainement une crainte. On a vu les civils africains se livrer à des gymnastiques de copulation avec certains groupes occidentaux qui ont abouti à des résultats crasseux. La preuve, tout ce qui s'est passé à Kidal. On a vu comment ils ont pu faire déloger les terroristes de Kidal. Lorsque vous voyez tout ça, est-ce que vous pensez que les militaires, après les efforts qu'ils ont faits, voudront facilement céder le pouvoir à des civils dont ils sont craintifs? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas retourner dans le même scénario? Parce qu'on a compris, c'est un jeu, c'est un sport sur le plan africain, surtout dans les pays francophones, où on crée le terrorisme de fait pour pouvoir traumatiser les populations, siphonner pour pouvoir le pays, perturber le pays et siphonner le pays. C'est une théorie du complot assez grave quand même. Mais attendez, mais on a vu, il y a de la documentation. Ce n'est pas faux. La documentation existe. On a attrapé, on a mis la main sur des drones qui appartiennent à certains pays. Donc, on ne peut pas dire que... Mais attendez, vous dites que vous êtes des partenaires. Vous venez dans nos pays,
Vous dites que vous voulez nous accompagner pour la sécurité. Mais sur le terrain, résultat, on constate que les djihadistes prolifèrent, ou le djihadisme ou le terrorisme prolifère. Et que c'est l'occasion pour les gens d'être dotés d'armes plus puissantes qu'ils trouvent où. Vous n'aidez pas les gens en réalité. Et on sait combien presque tous les peuples de la planète ont la dent dure contre les Noirs. On a la dent dure contre les Noirs parce qu'on estime qu'eux, ils sont assis sur des richesses que les autres n'ont pas. On estime que c'est un peuple qui peut être une menace parce qu'elle est très douée lorsqu'on les met dans les mêmes conditions que les Occidentaux. Ils sont très performants. Et donc, si ceux-là reprennent le contrôle de la planète, ça peut être mauvais pour eux. Et dans ce sens, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour mettre le coude sur notre cou pour nous empêcher de nous développer. Et on comprend souvent... C'est un discours qu'on entend. C'est un discours qu'on... Non, mais c'est la réalité. Excusez. Qui est porté ça fait 5 siècles. Ça fait 5 siècles. Ce n'est pas une opinion. Ça fait 5 siècles que nous avons enduré la traite des nègres. 5 siècles pendant lesquels on a enduré la traite des nègres. Ça fait 60 ans d'indépendance, de néocolonialisme. Vous avez dit que ça aussi, c'est un discours, c'est du vécu. Et très ça, bien. Même un enfant aujourd'hui, il comprend ça. Très bien. Allez, on va finir avec le sujet du Sénégal. On va en dire un mot rapidement. Et Alphonse Maurice Souley, un gouvernement de 25 ministres, 5 secrétaires d'État, Ousmane Sonko dit de la rupture. Déjà dans la forme. Ça marque déjà, il y a une forme de rupture avec ce qu'on a pu voir avec Macky Sall, où on était à 39 ministres. Oui, je crois qu'il y a une forme de rupture. Il a fait appel à des compétences de son parti et ceux qui ne 13 cadres du PASTEF ont été promus ministres. Il a pris d'autres personnalités qui ne sont pas de son parti. C'est ce qu'on a toujours souhaité. Mais je dis, aujourd'hui, les universités vont entrer en grève. Vous savez très bien quel rôle les universités ont joué pour dégager Macky Sall. J'emploie l'expression dégager Macky Sall. On a vu les grands professeurs faire des vidéos, s'engager dans la lutte, et aujourd'hui ils n'ont pas l'argent. C'est vrai que c'est toujours difficile à un président de gérer le budget élaboré par un autre. C'est toujours difficile. Mais comme les deux sont des inspecteurs des impôts, un Sénégalais disait, ils savent sur quel levier appuyer pour mobiliser les ressources et régler les universités. Parce que être professeur d'université, c'est-à-dire chargé de former des esprits, faire 5 mois sans salaire, et puis on a eu l'espoir, on s'est engagé dans la lutte pour que le président qui est là, ça n'aille qu'un nouveau arrive. Donc, mais je leur demanderai de donner du temps, parce que les choses viennent juste de prendre le pouvoir. Il faut qu'ils arrivent à mobiliser les ressources, il faut qu'ils arrivent à faire déjà l'état des lieux. Qu'est-ce qui a été dépensé dans le budget déjà voté? Parce qu'en Afrique, quand un président sait qu'il va partir, qu'il a voté le budget, il se dépêche de consommer une bonne partie des ressources allouées à des rubriques. Donc, il faut que cet état des lieux soit fait pour qu'on sache de quoi dispose aujourd'hui financièrement le Sénégal pour pouvoir faire face à ces grèves-là. Première patate chaude pour Bassirou Diomaye Faye. Oui, c'est clair. C'est fait à dessein. Il y a deux possibilités. C'est que le premier, on s'est dit, ils ont été élus sur la popularité et donc il faut jouer sur les fibres sensibles. Il faut les amener à se rendre compte que, en fait, on va les contraindre à faire la plupart des choses qu'on attend d'eux. Et donc, tout au début, comme ça, on veut voir leur capacité à pouvoir négocier. Et la deuxième chose, si ils n'arrivent pas à trouver la formule pour régler ça, ça veut dire qu'ils sont en train eux-mêmes de tendre la perche à la nouvelle opposition, puisque Macky Sall, en partant, a dit il va reprendre les rênes, et on ne sait pas d'où cela vient. Est-ce que ce n'est pas déjà une forme d'opposition qui est en train de naître de cette façon? On ne sait pas, donc c'est à eux de savoir vraiment jouer et régler cette situation sans mécontenter beaucoup de Sénégalais. Merci beaucoup à vous, Robert Crombessi, président de l'association La Voix des consommateurs. Merci Alphonse Maurice Souley. On se retrouve lundi prochain. Inch'Allah. Dans exactement une semaine. Merci d'être passé. C'est moi. Au plaisir. 5 sur 7 matin, encore 2 derniers rendez-vous. Les sports de Blaise Adanko, la revue de presse de Marcel Arrossi. À tout de suite.